Donc moi je suis Fabrice Petroni, donc l'un des associés de PM, et donc j'ai en charge donc la société Rémy Cointreau donc chez PM entre autres, puisque j'interviens également dans le domaine de la distribution et retail. Donc on va vous partager donc le retour d'expérience d'un projet de conversion S4 donc chez Rémy Cointreau en utilisant donc la méthode innovative scénario ou encore la méthode hybride ou Bluefield en fonction. Donc c'est un projet qui a débuté donc fin 2018. Il n'est pas complètement terminé aujourd'hui puisque nous sommes sur la fin des déploiements et les déploiements donc on a prévu de terminer les déploiements donc sur la fin du premier trimestre de 2021, donc on est tout proche. Donc cette présentation en fait va se faire un peu de manière interactive, donc avec Olivier et Jean-Claude. On va se poser des questions en intro, juste peut-être pour repositionner un peu le contexte. Donc en fait, le partenariat donc PM et Rémy Cointreau, donc on travaille avec Rémy Cointreau depuis 2007 sur le premier projet de mise en œuvre de SAP. Donc à l'époque déjà avec Jean-Claude en tant que directeur de projet. Et donc premier projet donc qui a consisté à mettre en place donc le SAP sur les activités de production donc du cognac, des liqueurs Cointreau et du champagne. Et donc à l'issue de cette première expérience, donc on a continué à accompagner donc Rémy Cointreau sur l'ensemble de ces projets SAP, que ce soit à l'international, des projets de réorganisation. On fait de la TMA également pour Rémy Cointreau sur l'ensemble du périmètre. Voilà, donc je vais pas vous passer en revue tous les projets que l'on a réalisés avec Rémy Cointreau, mais voilà, fin 2018, Rémy Cointreau s'est retrouvé avec 2 systèmes SAP, un pour gérer la production et un second pour gérer les activités de distribution. Voilà. Alors, je vais te passer la main, Olivier, peut-être. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte dans lequel on était fin 2018 lorsqu'on a lancé le projet Cap One? Tout à fait, merci Fabrice. Bonjour à tous. Avant de vous dresser un rapide panorama de la situation dans laquelle le projet a émergé, quelques mots sur le groupe Rémy Cointreau, que vous connaissez certainement. Alors, Rémy Cointreau, c'est un groupe familial qui évolue dans le secteur des liqueurs et spiritueux. On a un portefeuille de marques plutôt haut de gamme, voire très haut de gamme, pour pas dire luxe. Vous connaissez certainement un certain nombre des marques. Cointreau, donc la liqueur d'orange, Rémy Martin pour le cognac. On a également Louis XIII, qui est notre marque de luxe sur le cognac. On développe également un certain nombre de marques de whisky, dont Bruichladdich qui est la plus connue. On fait du rhum à la Barbade. Voilà, donc un portefeuille de marques de spiritueux assez varié, avec quatre principaux sites de production et une distribution aux 4 coins du globe. On fait un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros à peu près, pour 1800 employés. Voilà. Donc, alors le contexte dans lequel le projet Cap One, donc le nom de la migration, de la fusion de nos systèmes ECC vers un système unique S4, projet Cap One, a émergé. On avait donc à l'époque un système d'information assez complexe avec 6 systèmes SAP productifs. Donc 2 ECC, un système plutôt orienté production sur le périmètre France, Barbade et la Suisse, et puis un système également ECC orienté distribution, utilisé par nos filiales aux US, en Asie, en Europe et en Chine. Donc 2 systèmes ECC, 2 BW, chacun son système, un système APO qui interagit avec les 2 systèmes BW et SAP, et un système Fiori. Donc 6 systèmes productifs SAP, ce qui fait beaucoup. En termes d'utilisateurs, on a été à peu près 1300 utilisateurs. En termes d'utilisation et de couverture pays, on couvrait pour notre système SAP de production 4 pays et pour notre distribution une dizaine de pays. En termes de sites de production, notre système de production permettait la gestion de la production sur la France, à Angers, à Cognac et à la Barbade, la distribution sur ces mêmes zones, et puis notre système de distribution adressait la distribution sur 11 sociétés. Voilà, et puis un périmètre fonctionnel SAP qui couvrait pas mal de modules: finance, CO, distribution, production, planification,
maintenance, qualité, gestion des stocks, BW pour la partie reporting BI et puis APO pour la planification, la prévision et planification de la supply. Voilà, donc deux systèmes ECC évidemment qui communiquent beaucoup, hein. On a beaucoup de flux interco, paramétrés de façon assez différente. D'un côté on avait un COPA analytique, de l'autre un COPA comptable par exemple. Et puis même au sein de notre système SAP de distribution, pas mal d'hétérogénéité en termes de processus de gestion des différentes filiales de distribution. Donc deux environnements assez différents et vous imaginez donc la complexité que ça peut amener. Donc l'objectif du projet Cap One, on va les développer un petit peu plus loin, mais c'est donc de réduire le nombre de systèmes productifs SAP, on passe de 6 à 3. On reste à peu près sur le même scope en termes de pays, en termes de nombre d'utilisateurs, même si on a poussé un petit peu l'utilisation de SAP en mettant sous contrôle un certain nombre de processus, notamment les processus d'achat. Même scope en termes de sites de production, de nombre de sociétés de distribution. Et l'avantage énorme de ce projet, on va y venir, c'est vraiment la création d'un système corps modèle. Merci Olivier. Alors, je pense que ce qui est important, c'est de rappeler un peu les enjeux du projet. Donc, qu'est-ce qu'on attendait de ce projet lorsqu'il a été lancé? Jean-Claude, peut-être, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les enjeux du projet, donc en fin 2018, ce que l'on attendait? Donc, très clairement, donc la fusion, comme vous l'avez vu, c'était effectivement de fusionner deux systèmes, dont celui qui était utilisé par les sociétés de distribution était assez peu contrôlé par Rémy Cointreau, puisqu'il avait été mis en place à l'époque par un joint venture de distribution dans lequel nous étions effectivement membres. Mais clairement, la connaissance effectivement des process mis en place dans ce système RCDS n'était pas exhaustif, je veux dire, de la part des équipes centrales. Donc, la première chose était effectivement d'arriver à fusionner. La deuxième chose, c'est effectivement d'arriver aussi clairement à restructurer fondamentalement la finance, puisque nous n'avions pas effectivement de plan de compte effectivement unique dans le groupe. Donc là, très vite, il nous a paru que l'évolution des besoins effectivement finance resterait la clé de ce projet. Et puis, Cap 14 était effectivement une structure, enfin une implémentation qui avait 10 ans. On avait une documentation qui était un peu obsolète, et quant à RCDS, comme je vous le disais, la documentation était plus qu'obsolète, elle était quasiment incomplète. Sur l'harmonisation, cette fois-ci, le fait de vouloir effectivement renforcer un certain nombre de processus. Clairement, il nous est apparu que dans notre activité, le manufacturing, les achats et les aspects supply chain qui sont pilotés effectivement par une surcouche supply chain APO n'étaient pas effectivement au cœur de notre souci. C'était essentiellement la finance, de façon à ce que globalement on puisse, à travers cette nouvelle implémentation, faciliter à la fois le reporting de façon quasi automatique, je dirais, et fournir à travers effectivement l'embedded analytique des outils de pilotage sur ce qui pour nous reste majeur, c'est-à-dire les dépenses ANP et les analyses de profitabilité, donc développer des PNL par client, par activité, au service des contrôleurs de gestion. Cet aspect-là étant effectivement considérable. Sur l'harmonisation, très vite on s'est aperçu que même si on avait fait un effort d'harmonisation du fait de l'utilisation commune d'APO, les master data est un sujet majeur pour lequel l'une des premières décisions a été effectivement de structurer une équipe en charge de la gestion des master data, qu'elle soit effectivement SKU, business partner ou données financières, puisque à travers l'utilisation et l'implémentation qu'on a faite, on a été amené à associer en particulier à nos clients et à la notion de business partner, et nous on a une notion de plan customer, des caractéristiques analytiques qui nous permettent effectivement de pousser plus loin les fonctionnalités telles que les PNL et les analyses de profitabilité, et en même temps le suivi de nos dépenses ANP. Voilà, je dirais grosso modo ce qui se cachait derrière ce projet en termes de fusion et en termes d'harmonisation.
Là encore, ce qui était intéressant, c'est de vouloir, effectivement, ce que disait Olivier tout à l'heure, monter une core business solution. C'est-à-dire faire en sorte que l'équipe qui était en charge de concevoir ce qu'on appelait la Web 0, l'outil, devait concevoir une core business solution, sachant que historiquement ou culturellement, il y a une distance assez forte entre ce qu'on appelle le central, qui a plutôt une culture de production, et la culture de distribution. Donc le challenge, c'était d'avoir à partir d'une équipe essentiellement construite des gens du central, qui avaient une bonne expérience de Cap 14, construire une solution qui permettait de répondre aux besoins effectivement de la distribution. Ça a été un challenge auquel je pense que nous sommes parvenus. Maintenant, pour la migration technique, je laisse la parole à Olivier. Voilà. Olivier, ouais. Alors bon, clairement, on avait côté IT un enjeu à basculer vers la solution S4HANA, déjà en termes de pérennité de notre système, en termes de simplification de notre système d'information, vous l'avez compris, passage au 6 à 3 système productif, et puis en termes de pérennité lié au fait qu'on a fait tout au long du projet un effort important de retour sur le standard. C'est-à-dire qu'on a réussi dans le cadre de cette opération, et ça a été un effort de revenir sur le standard SAP, revoir un certain nombre de process, de fonctionnalités, et réduire le nombre de spécifiques. Et là, on a mis un KPI sur cet élément-là. On a réduit aujourd'hui de 80% le nombre de spé dans notre système Cap One versus les spé existants dans les deux systèmes Cap 14 et RCDS. Une belle performance. Et puis on est évidemment passé vers la nouvelle version de SAP, quitter le monde ECC avant la date butoir annoncée par SAP de 2025. On a également activé un certain nombre de nouveaux concepts qui étaient plus ou moins déjà présents, mais qui sont devenus pour certains obligatoires. On a mis en place la notion de business partner. Donc la capacité de gérer sous un business partner des organisations avec des rôles vendeurs et clients. On a activé, et forcément on est passé sous le modèle de Simple Finance SAP, avec une simplification drastique du modèle de données finance et la mise en place de cette fameuse table ACDOCA qui amène une simplification importante au niveau de la finance et puis du reporting qui va avec. Et puis on est en train d'activer la fonctionnalité de Material Ledger dans un projet parallèle à celui qu'on a mis en place là, de valorisation de nos outils. Et puis, on va tirer également bénéfice des nouvelles technologies qui sont apportées par S4, déjà la performance de la base ANA, ça c'est très clair. La mise en place de Fiori, on est resté assez conservateur dans le cadre du projet, mais on sent bien tout le potentiel qu'apporte Fiori. Donc on a passé un certain nombre de processus sous Fiori, mais il nous reste encore de la marge de manœuvre par rapport à ça, et c'est quelque chose sur lequel on va travailler dans les années à venir. Et puis les embedded analytics, avec la capacité d'aller faire du reporting en direct sur les données transactionnelles au travers de ce qu'on appelle les CDS View, soit au travers de KPI directement construits dans Fiori, soit au travers de reports construits sur Analysis for Office, qui apporte quand même le bénéfice d'avoir un accès à l'information en direct sans attendre la réplication BW. Voilà, donc un certain nombre de bénéfices forts amenés par la solution S4 et qui ont été activés dans le cadre du projet et sur lesquels on continue à travailler dans les années à venir. Très bien, merci Olivier. Et effectivement, en synthèse, je le rappelle quand même, ce projet, donc on a quand même fusionné 2 systèmes SAP en un seul. On a fait une refonte complète de la finance avec des impacts également sur la partie Sales and Distribution, puisqu'on a revu complètement les intercos, les schémas tarifaires. Donc c'est quelque chose quand même d'assez fort. Et puis par-dessus tout, donc la migration vers S4 en utilisant ce fameux scénario d'innovatif qui nous a permis de pouvoir réaliser tout ça en même temps. Sinon, nous n'aurions pas pu le faire. Et ça fait d'ailleurs l'objet donc du slide suivant. Olivier, peut-être si tu peux nous rappeler un peu la manière donc qu'on a choisi pour avancer.
Ouais, on a choisi le scénario innovative. Alors, en phase de cadrage du projet, là, avec les équipes PM, on avait 3 possibilités. On avait le greenfield, évidemment, le brownfield, et puis ce scénario hybride. Bon, le greenfield a été rapidement écarté, attractif par la capacité à remettre un modèle 100% neuf et de revoir l'ensemble de nos processus, de les optimiser, mais à un coût, un investissement et une durée qu'on n'était pas prêt à engager aujourd'hui. Donc il nous restait le brownfield et l'innovative scénario. On a fait une comparaison assez détaillée des deux scénarios. Et comme vous pouvez le voir, l'innovative scénario a été facile à choisir, et aujourd'hui on ne le regrette pas, de par le fait que transporter la data, faire un brownfield avec le transport de data allait être complexe en termes de mise en place, avec des conversions à 3 reprises, dev, cal et prod, versus une seule conversion pour le scénario qu'on a choisi. On souhaitait également, dans le cadre du projet, capitaliser sur un certain nombre de domaines, notamment sur notre activité manufacturing, maintenance, qualité. Donc on se disait qu'il y avait un réel bénéfice à réutiliser l'existant, à repartir de l'existant, et pour autant on savait que sur la finance on avait tout à remettre à plat, et que sur la partie distribution on voulait également travailler sur la rationalisation de nos process. Donc ça, clairement, le scénario innovatif nous permettait d'aller beaucoup plus loin et plus vite en termes de transformation de nos processus, du fait que les données n'étaient pas manipulées dans le système. Et donc, on a comparé les plannings de mise en œuvre, et clairement, le planning innovatif nous permettait d'aller beaucoup plus vite. Pour rappel, on a construit un corps modèle et on l'a déployé sur le périmètre initial de notre système de production, c'est-à-dire France, Suisse, Barbade, plus une filiale de distribution en 18 mois. Et puis là, on est en train de finir le roll-out sur l'ensemble de nos filiales de distribution en 1 an. Donc, c'est un projet qui est quand même assez rapide, ce que nous permettait pas de faire le scénario brownfield. Et puis on s'est posé la question des historiques de données. C'est toujours important de les avoir sous la main, mais c'est pas l'essentiel. Et on s'est dit qu'on garderait les systèmes actuels productifs en historique et accessibles à un certain nombre plutôt limité d'utilisateurs au besoin. Voilà, donc la comparaison entre les 2 scénarios a été très nette, et à l'avantage de l'innovative scénario, comme vous pouvez le voir dans la synthèse entre transformation, coût, rapidité, risque et change management. Très bien. Et l'innovative scénario, je me permets juste d'ajouter, Olivier, a permis aussi de mobiliser les équipes là où il fallait. On faisait une refonte de la finance, les équipes finance ont été fortement mobilisées. En revanche, sur la partie manufacturing, elles ont été impactées, mais uniquement pour des sujets d'intégration, de reprise de données, mais il n'y a pas eu de refonte des processus. Quelques points ponctuels, mais on a vraiment capitalisé sur l'existant, et donc on a mobilisé les équipes pour travailler l'intégration, assurer la non-régression. C'est déjà du boulot, mais bien moindre que sur le domaine finance où on a tout remis à plat. C'est très clair. Et c'est une bonne transition avec la partie suivante. Jean-Claude, si tu peux nous... Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, le domaine finance que vous voyez tout en rouge, complètement effectivement revisité, avec des éléments clés. C'est effectivement un nouveau plan de compte international pour le groupe, et ensuite effectivement une concentration, une remise en cause sur nos dépenses ANP, qui ont un impact sur le reporting, effectivement, qu'on veut automatiser, et ce qui signifie effectivement pour la gestion des ANP une refonte totale du processus PO associé aux ANP et aux overheads. Et voilà, et c'est là-dessus qu'on a concentré nos efforts sur ce projet. Je pense que pour le reste, comme on le disait, quelques points effectivement d'amélioration sur OTC. Je dirais que pour l'essentiel, ça tient à la gestion des prix. Voilà, qu'on a optimisé, qu'on a construit avec plus de rigueur en utilisation des conditions de prix, de façon à avoir une vision claire de la dégradation grosse to net de nos prix effectivement internationaux. Voilà pour ce slide-là. Si tu me permets, donc 18 mois pour construire un core business, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Et à aujourd'hui, nos premières implémentations prouvent qu'il n'y a aucune remise en cause effectivement de la core business des solutions.
Je dirais que d'un point de vue fonctionnel, les implémentations sur les grosses filiales comme celles qu'on va mettre go live des États-Unis au mois de janvier, nous sont venus enrichir effectivement la solution. Bien sûr, sur chaque filiale, on a des spécificités qui sont liées aux formes, aux contraintes légales, fiscales chez nous, on induit effectivement les excise and duty qui sont un domaine important. Voilà, partout, nous sommes effectivement des gros contributeurs au budget d'État. Donc voilà pour la partie, je dirais. Alors, ce qu'il faut effectivement considérer, et la particularité vraiment de ce projet, c'est que depuis effectivement le cut-over de la Wave 0, c'est-à-dire les sociétés françaises plus Genève, et tout est fait en remote. Donc, c'est-à-dire qu'on est en remote, et ce que j'appelle remote au carré, puisque nous sommes à distance et chacun des intervenants est à distance chez lui. Donc ça crée effectivement, donc ça nous a amené à développer toute une méthode spécifique par rapport à celle que nous avions envisagée, qui est de l'alternance, voilà, très claire et très courte, entre des présentations de process, des tests qui sont joués par les locaux, et une vérification que les tests sont faits et l'analyse des gaps qui sont constatés à travers effectivement ces tests. Les phases de test, il y a une phase d'immersion et une phase d'UAT qui se fait à partir d'une maquette, d'un mock-up, voilà, qu'on a construit précédemment et qu'on fait jouer et qu'on vient enrichir ensuite au moment de l'UAT avec toutes les applications spécifiques plus les interfaces locaux qu'on peut avoir effectivement à développer. Donc je suis persuadé, là, voilà, c'est pas de la prétention, mais je pense qu'on va faire cas école, parce que je ne pensais pas, pour avoir quand même une bonne expérience de direction de projet, je ne pensais pas qu'il était possible de faire un roll-out effectivement international sur 10 filiales, tout en remote, avec des équipes qui sont en télétravail. Honnêtement, ça prouve effectivement une belle agilité. Voilà pour ce qui est des 18 mois, donc pour construire et puis 1 an pour déployer. Ensuite, si on va sur le change, sur l'aspect change, 2 leviers importants ou 2 axes importants. La première, ça a été la création et la généralisation des communautés d'utilisateurs dans tous les domaines, de façon à ce que cette communauté prenne la responsabilité à la fois de la formation des end-users dans tous les pays, et qu'elles prennent effectivement la responsabilité grâce à une collaboration avec les équipes IT sur l'évolution de la core business solution. Parce que ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on l'a construit, c'est que cette core business solution continue à être maintenue, bien sûr, mais en même temps à évoluer. Donc ces communautés business et IT, développées par domaine, sont un élément fondamental de la maintenance et de l'évolution de la solution core business que nous aurons montée et que nous aurons effectivement mis live partout dans les filiales Rémy Cointreau, à partir du 1er avril. Le deuxième aspect, c'est l'aspect transactionnel. Il est clair qu'on a apporté effectivement à travers la mise en place de processus standards, donc puisque là nous sommes sur des processus standards dans chaque filiale. Simplement, il faut bien comprendre que ces processus standards s'appliquent à des organisations totalement différentes. On ne peut pas comparer effectivement, par exemple, l'organisation de la finance dans nos sociétés françaises, dans notre filiale aux États-Unis ou au Japon, où globalement l'équipe finance est composée de 2 ou 3 personnes, pas plus. Donc, à ces processus standards, on applique effectivement des règles organisationnelles qui sont à la fois contraintes par des bonnes pratiques, mais en même temps par la prise en compte d'un certain nombre de différences spécifiques aux organisations de chaque entité. D'où l'apparition d'une notion de shared services, c'est-à-dire pour certaines responsabilités et certaines missions, remonter non pas, ne pas garder certaines missions au niveau des entités, mais de les faire monter au niveau de ce qu'on appelle des shared services. Donc, on en a 2 en Asie, un à Singapour et un à Shanghai, c'est-à-dire dont effectivement, le rôle peut s'appliquer à plusieurs entités. On en a un autre aux États-Unis et bien sûr, on a les fonctions centrales en France et puis on en a un à Genève. Voilà. Ce qui est clair, c'est qu'il faut bien comprendre que la mise en place d'un système comme celui-ci n'est pas qu'une mise en place technique, de mise en place de processus, mais qu'il faut effectivement venir changer sur l'aspect transactionnel, les habitudes. Donc il faut faire attention au fait que
d'une part, effectivement, l'organisation est optimisée, et deuxième point fondamental, c'est de considérer les objectifs de la mise en place de ces processus. C'est-à-dire que quand je parle des ANP, qu'est-ce qu'on veut à travers les ANP? C'est mettre en place des KPI et développer effectivement de nouvelles méthodes de travail qui permettent à la fois de déléguer les dépenses sur un responsable budgétaire et d'avoir une vision effectivement et un monitoring de dépenses ANP qui soit bien plus forte et bien plus construite que ce que nous avions jusque-là. Quand je parle de l'utilisation d'un PNL par customer, ben forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va devenir un outil majeur du pilotage de l'amélioration de la profitabilité de nos clients. Donc voilà, et ce change, alors là, j'avoue que c'est la limite du système, ou du moins la difficulté majeure. Évidemment, en remote, amener les managers à penser changement d'organisation et impact transactionnel, et création des communautés est un sujet qui nécessite du temps, un fort pilotage par le central et une forte intention managériale. Voilà ce que je dirais. En tous les cas, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci Jean-Claude, merci Olivier, merci Vincent. C'était très intéressant. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter d'autres choses. Non. On pourra répondre effectivement à posteriori aux différentes questions, revenir plus en détail si vous le souhaitez. Enfin, n'hésitez pas en tous les cas à revenir vers nous. On est à votre disposition pour vous accompagner sur le potentiel projet. Voilà. Ok, merci à tous. Très bien. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.